Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc encore un peu de patience, on attend encore que certaines personnes rejoignent la réunion. Et j'en profite également pour répéter à ceux qui ne l'ont pas entendu la première fois qu'il y a la possibilité de choisir la langue d'interprétariat. Ça doit s'afficher normalement à votre écran. Encore un peu de patience. Merci à tous et à très bientôt. Bonjour à tous. Alors, je pense que certaines personnes essayent encore à nouveau de se connecter, mais on va les accepter au fur et à mesure. On est déjà bien nombreux, donc un tout grand merci pour votre intérêt pour la présentation de ces chiffres. Alors, il s'agit bien d'une présentation préliminaire, hein. Le rapport final va paraître dans la foulée au mois de juin avec des analyses de profil plus approfondies. Donc ici, on va principalement s'intéresser aux chiffres. Alors, j'en profite également pour vous dire qu'il y a la possibilité de poser vos questions dans le Q&A. Donc, c'est au-dessus de votre écran, entre le logo chat et le logo avec le nombre de personnes. Là, vous avez la possibilité de poser des questions. Ces questions vont être ensuite triées et on va pouvoir y répondre à la fin de la présentation, après le moment de conclusion. Donc voilà, sans plus tarder, commençons la présentation. Alors, tout d'abord, le dénombrement, c'est le résultat d'un long processus, un processus qui a été lancé au mois de février. Pourquoi si tôt? Parce qu'il faut mobiliser toute une série d'acteurs pour pouvoir à la fois récolter des données, mais aussi, et depuis 2022, compléter des questionnaires. Alors, ces questionnaires font l'objet justement du rapport qui paraîtra au mois de juin, mais il s'agit de le mentionner à ce moment-ci, puisque ça implique une grande préparation.
Au mois de mars, ben, on va préparer le comptage nocturne déjà à ce moment-là, avec notamment pour la première fois cette année-ci le développement d'outils informatiques. Et donc, si vous avez participé au dénombrement au mois de juin, vous avez eu l'occasion de tester notre nouvelle application d'encodage. Donc voilà, Bruxelles se modernise d'année en année. Alors cet été, ben, ça a été le grand moment de la mise à jour des bases de données. Alors je ne l'ai pas fait toute seule, hein, mes collègues de Bruxelles m'ont aidé à le faire. Et donc par catégorie, on parlera des catégories juste après, ne vous en faites pas pour les clarifications sémantiques, mais par catégorie ethos, chaque collègue a récolté des informations pour les mettre à jour et pour pouvoir enfin contacter les personnes pour récolter des informations. En septembre, eh bien, on va préparer l'encodage des questionnaires en formant les assistants sociaux, des CPS, mais aussi des autres types de structures. Donc, ces formations prennent aussi beaucoup de temps. En octobre, eh bien là, on est quasi à l'aube du dénombrement et donc on va préparer le comptage nocturne. On va aussi commencer le repérage des lieux parce que les bénévoles ne vont pas couvrir l'entièreté de la région, mais bien des lieux qui ont été repérés au préalable. Et on va aussi préparer cette récolte de données. Novembre, eh bien, il y a le jour J, le 6 novembre, et donc c'est le jour du dénombrement avec la récolte des données et le début de l'encodage des questionnaires. Ces questionnaires vont être complétés jusqu'à la fin du mois de décembre et on va récolter les données jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, il y a questionnaire et données, ce sont deux choses différentes. Ici, on va juste parler des données. Ces données vont être nettoyées jusqu'au mois de février et mars-avril, c'est la période où on analyse les résultats, on rédige le rapport et on va présenter les chiffres. C'est aujourd'hui qu'on présente du coup ces chiffres. Et il faudra attendre le mois de mai et de juin pour analyser, terminer l'analyse des questionnaires et rédiger le rapport final que vous trouverez normalement aux alentours de la mi-juin. Alors, je parlais de catégories tout à l'heure. Je vous disais de ne pas vous inquiéter que j'allais vous éclairer à ce sujet-là. Eh bien, voilà, c'est ce moment-ci. Et donc, le sans-chez-soirisme, ce n'est pas que le sans-abrisme de rue. C'est un phénomène qui couvre différentes catégories. Alors, ce sont des catégories qui ont été établies par la FEANSA. La FEANSA, c'est un organisme de recherche européen. Et ce qui est intéressant lorsqu'on mobilise la catégorie ethos, c'est que qu'on soit à Lisbonne, Madrid ou Bruxelles, lorsqu'on va parler de sans-abrisme, de sans-chez-soirisme, on va parler des mêmes catégories. Et donc, ça va nous permettre de comparer les choses ensemble. Et donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Euh, Aussi, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça couvre un large éventail de situations. Et donc, on va la parcourir ensemble. Donc, la première situation, ce sont les personnes qui vivent dans l'espace public. Donc, on va retrouver des personnes dans des gares, dans des stations de métro, dans des parkings ou des espaces extérieurs. La deuxième catégorie, ce sont les personnes en hébergement d'urgence. Et donc là, on va contacter des structures comme le SAMU social, par exemple, pour leur demander ben voilà, combien de lits sont occupés pour la nuit du dénombrement. La troisième catégorie, ce sont les foyers d'hébergement. Alors là, on va retrouver notamment les maisons d'accueil, mais aussi les logements de transit. La quatrième catégorie, ce sont les personnes qui quittent une institution sans solution de logement. Et donc là, on va retrouver des institutions comme les institutions de santé, les hôpitaux psychiatriques. On va aussi tenter de récolter des données pour les prisons et aussi les structures pour demandeurs d'asile dans cette catégorie-là. Donc, j'insiste bien, ce sont les personnes qui quitteraient ces institutions sans solution de logement pour laquelle on va récolter ces informations. La cinquième catégorie, ce sont les logements non conventionnels, comme les squats, les occupations temporaires, les structures d'hébergement non agréées. La sixième catégorie, et ça c'est une catégorie pour laquelle il est particulièrement difficile d'obtenir des informations, ce sont les personnes qui vivent temporairement chez des proches, donc sur le canapé d'un ami, de la famille, etc. La septième catégorie, ce sont les personnes qui sont menacées d'expulsion. Alors là, ici, je le précise ici, c'est une catégorie qui est typiquement belge. Donc, si on va retrouver d'autres dénombrements européens, c'est une catégorie qu'on ne retrouvera pas. C'est la raison pour laquelle on parle d'ethos light 6 plus 1. Donc, la septième catégorie est une spécificité nationale.
Et donc, j'en ai parlé à l'instant. Des dénombrements sont faits en Wallonie et en Flandre sur base de cette même méthodologie. On va même d'ailleurs aller plus loin et partager le même questionnaire à nouveau qui sera présenté au mois de juin. Alors, le dénombrement, c'est énormément d'acteurs qui sont mobilisés, les CPS, les acteurs du secteur, mais aussi des secteurs connexes comme la STIB, la SNCB, Bruxelles Environnement, les services de prévention. Et cette année, aussi, la police locale qui a été très coopérative, notamment pour le repérage des lieux, pour le dénombrement des personnes en rue. Donc, ils n'ont pas participé à la récolte de données, mais ils nous ont fort aidés à cartographier les situations en amont. Et donc, on tient évidemment à remercier tous ces acteurs qui ont permis et qui ont contribué au dénombrement. Alors j'en profite également pour faire une petite parenthèse technique. Je vois que des personnes posent des questions, lèvent la main. Ils ont la possibilité de le faire dans la partie Q&A. Donc c'est questions-réponses qui est juste à côté du chat. On répondra aux questions à la fin de la présentation. Je suis désolée pour ceux qui lèvent la main. On répondra à la fin. Donc n'hésitez pas à écrire votre question. Alors, pour récolter ces données, il y a différentes approches. Il y a d'abord le dénombrement de rues. Alors, le dénombrement de rues se fait à l'aide d'un repérage, j'en ai parlé. Il mobilise différents acteurs, hein, la police locale, les professionnels du secteur. Avec ce repérage, on va découper la région en différentes zones qui sont parcourables en 1 heure de temps. Alors pourquoi 1 heure de temps? Parce qu'on veut éviter les doubles comptages, tout simplement. On va aussi faire ce dénombrement assez tard, on va le commencer à 23 heures, afin de dénombrer les personnes qui sont installées dans l'espace public pour y passer la nuit. Donc ça, c'est pour le dénombrement de rue. Ces zones se parcourent par différents moyens, à pied pour le centre urbain plus dense, mais à vélo pour des zones plus excentrées et en voiture, enfin, pour des zones plus périphériques. Cette année, donc, on a parlé de la mise en place de l'outil numérique et donc dans l'application, on pouvait encoder différentes informations comme le genre estimé de la personne, la présence ou non d'enfants et aussi le type d'espace qui nous a permis d'avoir des données très précises sur la proportion de personnes dans les parkings, dans les espaces verts, dans l'espace public, les métros, etc. Alors ça, c'est pour la première catégorie, donc Ethos 1, les personnes en rue, donc c'est le dénombrement de rue. Pour les autres catégories, donc de Ethos 2 à 7, on va demander au service de nous transmettre des informations par des questionnaires, des tableaux de récolte de données plutôt, pas de questionnaires, des tableaux de récolte de données, pardon. Et donc là, les informations qu'on va recueillir, c'est typiquement l'occupation des places, le nombre de personnes hébergées dans la structure. On va aussi demander des informations sommaires sur le profil des personnes accompagnées, à savoir s'il s'agit de femmes, d'hommes ou d'enfants par 3 tranches d'âge. Enfin, il y a les questionnaires qui sont faits en parallèle de cette récolte de données et qui sont transmis à tous les services. Alors ça, c'est un point sur lequel j'insiste déjà maintenant, même s'il fera l'objet d'une présentation spécifique par la suite, parce que ça a nécessité une très grande coordination d'acteurs et une très grande préparation. Et donc, ce sont des enquêtes que les CPS notamment, mais aussi des structures comme les maisons d'accueil, les centres d'urgence ont complété pour recueillir des informations sur le parcours et les trajectoires des personnes concernées. Et donc, chaque personne qui correspondait à une typologie, à une catégorie ethos, était consignée dans ces questionnaires. Alors, les enfants accompagnés étaient intégrés dans le questionnaire de leurs parents, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats que nous sommes en train d'analyser à l'heure actuelle. Ce questionnaire est le même que celui qui est utilisé en Flandre et en Wallonie, la raison pour laquelle on retrouve un petit drapeau belge sur notre questionnaire. Et donc, ce qui nous permettra de comparer des résultats comparables, de comparer des pommes et des pommes.
Alors, sans plus tarder, les résultats du dénombrement, donc des chiffres que nous avons récoltés à l'aide des tableaux de récolte de données et du dénombrement de rue. Alors, pour la première catégorie, les personnes en rue, on va dénombrer 992 personnes, ce qui est une forte augmentation. On le verra dans le détail par la suite. Donc, on est à près de 1000 personnes dans l'espace public, ce qui représente environ 10% de la population dénombrée. Pour la seconde catégorie, on a aussi une très forte augmentation. Je parle déjà d'augmentation, même si je détaillerai plus tard, mais voilà, ici pour le chiffre global, on peut retenir qu'on a une augmentation de 1000 personnes environ pour Ethos 2, donc les personnes en hébergement d'urgence. Pour la troisième catégorie, on a 1628 personnes qui ont été dénombrées dans trois types de structures, les maisons d'accueil, les logements de transit et les dispositifs en hôtel qui tendent à évoluer vers d'autres types de structures. On le verra par la suite. Pour la quatrième catégorie, on a dénombré 357 personnes. Ça représente 4% des personnes dénombrées quand même pour les institutions. Donc là, ce sont principalement les hôpitaux psychiatriques et les structures pour demandeurs d'asile. Donc à nouveau, les personnes qui quittent ces structures sans solution de logement, j'insiste bien sur cette clarification. Pour la cinquième catégorie, c'est une catégorie importante avec la catégorie Ethos 2. Donc, on a plus d'un quart de personnes qui sont dénombrées dans des logements non conventionnels. Pour la catégorie Ethos 6, on a pu dénombrer à l'aide des CPS 1539 personnes. Alors, c'est la partie visible de l'iceberg, évidemment. La catégorie pour les personnes hébergées chez des tiers est largement sous-représentée puisqu'il est particulièrement difficile d'obtenir des informations. Et enfin, la catégorie Ethos 7, qui concerne les personnes menacées d'expulsion, on a pu dénombrer 77 personnes. Ce chiffre est à voir en lumière avec la mise en place du moratoire, évidemment, dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est pour l'introduction et les chiffres globaux. Alors, vous allez peut-être entendre dans la presse qu'il y a une augmentation de 25% de personnes sans chez soi en région bruxelloise. Cette augmentation, elle reflète une augmentation en méthodologie égale. Donc, ça veut dire qu'on va prendre en compte les catégories pour lesquelles on a dénombré de la même manière en 2022 qu'en 2024. Donc, c'est la raison pour laquelle on va, dans ce calcul d'évolution, considérer que les catégories de 1 à 5. Pour les catégories 6 et 7, il y a eu des évolutions méthodologiques, ou soit parce qu'elles ont été mises en place pour la première fois, la récolte de données a été mise en place pour la première fois en 2022 et on a peaufiné la méthodologie, soit parce qu'on a rajouté d'autres catégories. C'est le cas notamment pour les personnes hébergées en structure d'asile pour lesquelles on a comptabilisé les sorties vers la rue ou des situations de sans-chez-soirisme. Et donc, ces catégories-là ne sont pas reprises dans les chiffres que vous voyez dans le graphique ici. Pour ce qui est de l'évolution réelle, donc là en chiffres absolus, donc les chiffres qu'on a réellement comptabilisés, on a une explosion depuis 2008, notamment dans les hébergements d'urgence. On a une explosion de près de 1000%, donc 938% en plus pour être précise entre 2008 et 2024. C'est conséquent. Et c'est d'autant plus conséquent qu'on observe une augmentation encore plus accrue entre 2022 et 2024, avec une augmentation de près de 60%. Alors ça, c'est l'impact du Brussels Deal. On en parlera plus largement par la suite. Mais donc, pour le résumer en deux mots, le Brussels Deal, c'est un financement du fédéral vers la région pour financer 2000 places supplémentaires. Alors, ce sont des places, bien sûr, qu'on finance, et donc ça ne se traduit pas par un nombre linéaire de places occupées. On est face à une augmentation de 1000 personnes supplémentaires. Mais voilà, ça, c'est clairement un impact. Et aussi, peut-être, un impact plus important des politiques publiques dans le financement de solutions qui vont davantage vers l'urgence. Alors pour la présence en rue, on était à 269 personnes
en 2008, 269. On est à près de 1000 hein, cette année-ci, donc 992 personnes. C'est une augmentation de 268%. Donc c'est une hausse constante. On le voit sur la courbe de progression, donc c'est la ligne bleue foncée dans le graphique. On a une progression constante pour le nombre de personnes en russe ce qui souligne une aggravation constante du phénomène du sans-chez-soirisme. Pour les logements non conventionnels, c'est aussi à souligner, puisqu'on était à 332 personnes en 2008, 332, et on est à près de 2649 personnes cette année-ci comptabilisées. Alors, ça, c'est un peu plus à nuancer. Pourquoi plus à nuancer? Parce que les logements conventionnels, particulièrement les squats, ce sont des données qui sont particulièrement difficiles à recenser et on mobilise davantage d'acteurs d'année en année pour récolter ces données. Les partenariats, j'aimerais souligner le partenariat qu'on a eu cette année-ci avec Cover, qui nous a fourni des informations précieuses sur les situations en logement non conventionnel. Voilà, ça c'était pour les trois grosses évolutions. Donc je le rappelle, hein, l'hébergement d'urgence, grande évolution, les personnes en rue, évolution constante, et pour les logements non conventionnels, là on a une forte augmentation également. Deux autres évolutions notables, ce sont les personnes hébergées chez des tiers. Alors ça, c'est une catégorie, on le voit, hein, c'est la ligne jaune qui a été intégrée pour la première fois en 2022. Donc c'est une évolution notable, mais qui est liée à une amélioration des outils méthodologiques. C'est la raison pour laquelle vous ne retrouvez pas cette catégorie dans la DIA précédente où on voit l'évolution à méthodologie égale. On peut aussi mentionner la catégorie Ethos 7 qui a été intégrée en 2022. Donc, les constats globaux, c'est quoi? Les dispositifs d'urgence et les logements précaires deviennent dominants. On a des capacités en foyer d'hébergement qui restent stables, hein, mais qui sont limitées par la capacité. Donc, c'est la capacité qui détermine le nombre de personnes, hein, évidemment. Ce sont les financements qui choisissent finalement combien de personnes se retrouvent dans ce type de structure. Et donc, on a une tendance générale à la hausse du sans-chez-soirisme en région bruxelloise. Ça s'explique par différents facteurs, hein, les crises économiques et sociales. La crise du logement, il est de plus en plus difficile de se loger en région bruxelloise. Les crises et les ajustements méthodologiques, évidemment, dont on a parlé largement. Alors, en ce qui concerne, toujours dans la vue globale, hein, on va ensuite s'attarder aux différentes catégories ethos dans le détail par la suite. Pour ce qui concerne la répartition entre l'âge et les genres, alors les hommes sont largement représentés, hein, avec 4760 personnes, donc c'est près de 50% de la population. On le voit ici dans le graphique en rose à gauche. Les femmes, quant à elles, constituent 20% des personnes dénombrées. Alors, les données de genre incomplètes sont importantes. Ça s'explique par le contexte de récolte de données, notamment dans les squats et les occupations temporaires pour lesquelles il n'est pas toujours facile d'obtenir des informations précises sur le genre des personnes. Ce qui explique qu'on a une part importante de personnes dont le genre est inconnu. Alors, si on s'intéresse à la répartition par genre et âge dans les catégories Ethos Light, on a une surreprésentation masculine dans beaucoup de catégories, mais qui n'est pas proportionnelle dans chaque catégorie. Donc, on peut mentionner notamment l'espace public pour lequel on a une forte concentration d'hommes. Et on va retrouver davantage de familles et de femmes dans des structures telles que les foyers d'hébergement, mais aussi les hébergements d'urgence où ils restent quand même malgré tout présents, malgré la présence importante d'hommes dans ce type de structure. Quant au logement non conventionnel, on va retrouver, comme je l'ai annoncé précédemment, une majorité de personnes dont on n'a pas de données de genre, surtout dans les squats et occupations temporaires. Alors, en ce qui concerne l'évolution selon l'âge et le genre entre le premier dénombrement, donc en 2008 et aujourd'hui, on a une augmentation continue du nombre de personnes dénombrées, mais malgré tout avec une accélération marquée depuis 2020, avec une forte hausse du nombre de mineurs et d'enfants recensés. Euh, il faut noter qu'on est à plus 70% depuis 2020, ce qui n'est pas négligeable.
mais aussi une hausse importante du nombre de personnes dont le genre est indéterminé, ce qui souligne la difficulté de l'accès à des données précises. Pour ce qui est des hommes, on est à plus 52 depuis 2022 et plus 55 pour les femmes. Alors, sans plus tarder, je vous propose maintenant d'éplucher les catégories ethos ensemble. Et donc, on va voir les résultats par type d'espace. Alors, le premier, c'est les personnes qui se trouvent dans l'espace public. Alors, on a une évolution sur le plan géographique, tout d'abord, entre 2022 et 2024, avec une augmentation du nombre de personnes dans les gares principales. Alors, je vais tout de suite nuancer cette augmentation. C'est une augmentation de 85%, ça peut sembler énorme. Malgré tout, les chiffres restent quand même assez bas. On est passé de 34 à 63 personnes dans les trois gares principales, gare du Midi, gare centrale, gare du Nord. On a aussi recensé des personnes à la gare du Congrès. Alors, la baisse est globale dans les gares. Pourquoi? Parce que on a un renforcement des mesures de sécurité, tout d'abord. Donc, il est de plus en plus difficile d'accéder à ces lieux. Mais aussi, on peut le mentionner, les travaux de rénovation, notamment de la gare du Nord. Et la nuit du dénombrement, on avait des patrouilles de sécurité qui étaient présentes. Donc, voilà, c'est ce qui explique le fait qu'une photographie, une photographie a un phénomène à un moment T. Et donc, s'il y a des facteurs externes qui entrent en compte, forcément, ça se reflète dans les chiffres. Donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver peu de personnes à la gare du Nord à ce moment-là. Donc, premier constat, diminution globale du nombre de personnes dans les gares, même si on a une légère augmentation cette année-ci. Pour le reste, eh bien, on a une augmentation de près de 50% de personnes à l'extérieur du Pentagone, ce qui peut se comprendre par une diffusion du phénomène dans des zones périphériques et une légère diminution à l'intérieur du Pentagone. On est passé de 366 personnes, ce qui était quand même beaucoup en 2022, à 316 personnes cette année-ci, à l'intérieur du Pentagone. Alors, ces résultats se traduisent ici sur la carte suivante, hein. Donc, on parlait d'une forte concentration à l'intérieur du centre-ville, hein, du Pentagone, avec certaines zones qui comptent entre 15 et 94 personnes dénombrées. Ici, le découpage est celui des secteurs statistiques et des quartiers qui est utilisé dans de très nombreux monitorings, pour la précision. Ensuite, on a une diffusion vers la périphérie, on l'a mentionné, avec des quartiers qui dénombrent entre 0 et 5 personnes, mais d'autres qui ont eu des concentrations plus importantes, notamment le long du canal à Anderlecht, dans le quartier nord, mais aussi à Saint-Josse, à proximité du parc du Cinquantenaire, à proximité de Matongué, et enfin de la barrière de Saint-Gilles, où on a des concentrations notables. On peut aussi mentionner une concentration importante à Neerstal, mais ça s'explique par un campement où on a recensé, avec l'aide d'un service de prévention, 21 personnes. Alors, pour la distribution par zone de chaleur, on le voit aussi également. Alors, cette distribution est particulièrement intéressante parce qu'en la superposant aux axes urbains principaux, ça peut constituer un outil particulièrement intéressant pour les services de maraude notamment. Alors, pour ce qui est de la concentration par type d'infrastructure, on va s'intéresser à trois types d'infrastructures. Tout d'abord, les métros, où on a une augmentation de 20% depuis 2022, avec une présence importante surtout le long de la petite ceinture. Donc, pour les métros, on est passé de 164 personnes à près de 200 personnes. 198 personnes ont été dénombrées dans les métros en 2024. Pour les gares, on parlait de la concentration à la gare du Midi et de la faible concentration à la gare du Nord. C'est illustré sur la carte, on le voit clairement et on voit l'impact des travaux et de la présence de la sécurité la nuit du dénombrement. Et enfin, on a mis l'accent cette année-ci sur les parkings pour
Pour cette occasion, une troupe de cyclistes a été mobilisée et ils ont parcouru la région bruxelloise en dénombrant les personnes dans les différents parkings principaux. Et donc, on a une forte concentration de ces personnes dans les parkings du centre-ville avec une diminution progressive vers la périphérie. Alors, euh, on tend à se dire, voilà, il y a une forte concentration dans le centre-ville de Bruxelles. Je tiens à mentionner quand même que c'est assez particulier. On ne va pas toujours retrouver ce type de concentration dans des villes comme Paris ou Londres, où là, on va retrouver des concentrations plutôt à l'extérieur du centre urbain. Donc là, c'est un phénomène qui est plus particulier et que je tenais à souligner. Alors pour ce qui est des types d'espaces occupés, dans la rue, on a dénombré 530 personnes. Ça représente 50%, près de 50%, plus de la moitié des personnes se retrouvaient dans l'espace public. Et ensuite, on a le détail pour les stations de métro, les espaces verts. Donc, il y a quand même une présence importante dans les espaces verts, mais aussi dans les gares principales et les parkings avec 41 personnes. Pour ceux qui prennent éventuellement des notes, il n'y a pas d'inquiétude, le PowerPoint détaillé avec des textes sera diffusé à la suite de cette présentation et donc vous aurez le détail avec les chiffres et les analyses notées également. Il n'y aura pas que les dias avec les graphiques. Alors, pour ce qui est du genre dans l'espace public, on avait mentionné une présence importante d'hommes. Eh bien, elle est illustrée ici avec 65% du total des hommes dénombrés dans l'espace public. Alors, il est à noter que les femmes sans chez soi sont moins représentées. Par contre, de nombreuses études soulignent le fait que les femmes ont tendance à dissimuler leur genre tout simplement pour protéger leur intégrité face aux violences de genre. Et voilà, ces chiffres peuvent être sous-représentés pour les femmes. Je tenais à le préciser. Alors pour ce qui est des tendances de 2008 à 2024, on a donc une augmentation continue du nombre de personnes recensées dans l'espace public, avec une accélération marquée à partir de 2014. On peut aussi mentionner le fait que les hommes sont majoritaires sur toute la période, mais avec une montée progressive depuis 2016. Euh, voilà, tout simplement. Ça s'illustre notamment par l'arrivée d'acteurs tels que Bell Refugees qui donnent davantage de place aux hommes dans leur type de structure. Alors, pour Ethos 2, les personnes en hébergement d'urgence. Alors, on a une hausse entre 2016 et 2018. C'est lié à différents facteurs, différents éléments. Tout d'abord, on a un financement accru des places du SAMU social. On a aussi l'arrivée de Bell Refugees qui propose des hébergements aux personnes migrantes en transit et en séjour irrégulier. Et ça, ce sont des solutions qui s'inscrivent en réponse à l'absence de solutions adéquates dans le réseau fédéral. Alors, c'est le moment aussi de parler du Brussels Deal. Alors, le Brussels Deal a été signé à la fin de l'année 2022, qui se positionne en réponse au manque de place dans des centres dédiés aux demandeurs de protection internationale, qu'on appelle aussi DPI. Ce sont des personnes qui doivent se tourner vers les dispositifs d'urgence, faute de place dans les structures proposées par le fédéral, ce qui accentue la pression sur les structures d'urgence. Donc, on est face à un cofinancement fédéral régional avec 2000 places. Je l'avais mentionné tout à l'heure, mais je le rementionne à nouveau ici parce que c'est quand même important pour comprendre cette augmentation de chiffres. Et ce financement se fait via différents opérateurs. Ce qui se traduit par une augmentation de près de 60% entre 2022 et 2024 de personnes qui se retrouvent dans les structures d'urgence. Je le reprécise à nouveau, même si je l'ai mentionné tout à l'heure, il est important de se dire que ce n'est pas 2000 places supplémentaires, c'est un financement de 2000 places. Donc ce n'est pas une création nette.
Alors pour ce qui est de la répartition hommes, femmes, enfants dans les structures d'urgence, jusqu'en 2016, les femmes étaient majoritaires dans les dispositifs d'urgence, mais la part d'hommes et d'enfants augmente d'année en année. Et donc avec 2018, avec l'arrivée de Bell Refugees, on a effectivement une hausse du nombre d'hommes adultes accueillis. Et donc en 2024, 62% sont des hommes, avec un taux qui se rapproche de celui de la rue. On est à 64% en rue. Et donc, on voit ces différentes catégories se rejoindre au niveau de la représentation par genre, se rapprocher davantage. Alors passons maintenant à la troisième catégorie. Donc ce sont les personnes hébergées en foyer d'hébergement. Alors là, on va retrouver trois sous-sections. Il y a les personnes en maison d'accueil, les personnes en logement de transit et les personnes présentes dans les dispositifs sociaux en hôtel. Donc on va avoir une dia par catégorie. Alors pour la première catégorie, ce sont les logements de transit. Alors les logements de transit, c'est une répartition qui se fait à travers différents types d'organisations. Alors, pour bien comprendre, il y a l'organisation qui met à disposition le logement, une AIS, le CPS, la commune, par exemple. Et on a les services accompagnant les personnes. Donc ça, ce sont deux sources de données différentes, sauf que les personnes qui mettent à disposition le logement n'ont pas connaissance du nombre précis de personnes qui occupent leur logement. C'est pour cette raison que nous sommes contraints, obligés de contacter les services accompagnant les personnes. Et donc, en contactant les services accompagnant les personnes, on n'a malheureusement pas une mise à jour ou un éventail complet du nombre de personnes hébergées en logement de transit. C'est pour cette raison que cette année, nous avons fait un calcul d'estimation qui se retrouve dans le rapport, qui se trouvera aussi dans la version d'IA commentée que vous allez pouvoir télécharger par la suite. Donc, nous avons fait un calcul d'estimation pour le nombre de personnes en logement de transit AIS. Alors, nous avons fait cette estimation sur le base du nombre de logements euh, qui nous a été fourni par le SPRB et nous avons corroboré ce nombre de logements par des normes d'occupation qui se retrouvent dans l'arrêté du 17 décembre qui organise les AIS. C'est un peu technique, mais c'est important de mentionner ce calcul d'extrapolation, enfin, ce calcul d'estimation qui a été fait. Et donc, en multipliant le nombre de logements par le nombre de chambres, donc par exemple, on a considéré que dans un studio, il y avait à minima une personne, dans un logement une chambre, à minima deux personnes, etc. En continuant pour le nombre de chambres. Et donc, on a estimé qu'il y avait 777 personnes en logement de transit AIS au lieu des 212 qui ont été récoltés. Donc, les logements de transit AIS, ce n'est qu'une proportion du nombre de personnes en logement de transit, évidemment. Mais donc, ce qui nous amène à un chiffre qui est plus proche de 1300 personnes que des 725 personnes annoncées. Donc, si je vous ai un peu embrouillé avec mes explications, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver ce détail par la suite, mais je voulais l'expliquer aujourd'hui. Et donc, revenons maintenant aux chiffres qui ont été récoltés, les chiffres absolus, les chiffres réels. Et donc, on a 391 personnes qui se retrouvent dans des logements gérés par des CPS. C'est le diagramme que vous retrouvez ici à gauche. 212 personnes dans des logements gérés par des AIS. Donc, c'est ces fameux 212 personnes qui ont fait l'objet du calcul d'estimation et 122 personnes qui se retrouvent dans d'autres structures. Là-dedans, on va retrouver des structures telles que les casas du SAMU social, les logements encadrés par les communes ou ceux qui sont encadrés par la DIRL, par la région. Voilà pour cette longue explication pour les logements de transit. J'espère ne pas vous avoir assommé. Je passe à la suite. Alors, pour les maisons d'accueil, on a Alors, proportionnellement au nombre de personnes sans chez soi qui sont dénombrées, on est face à une baisse continue. Donc, le chiffre est constant, mais proportionnellement, on est face à une baisse. Je vous explique tout de suite. Donc, en 2008, les maisons d'accueil, ça représentait environ 45 personnes, des personnes recensées. En 2005, on était déjà plus qu'à un quart, 25% des personnes étaient en maison d'accueil.
Et en 2022, on n'était plus qu'à 11%. Donc, on est passé quand même de près de la moitié des personnes hébergées en structure d'accueil à une personne sur 10, donc 9% des personnes qui sont dénombrées en 2024. Et donc, on a une évolution qui va vers une baisse continue malgré une capacité qui est quasiment stable. Ça, c'est important de le souligner quand même. En ce qui concerne la répartition selon le genre, on a une baisse progressive du nombre d'hommes. On était à 44% en 2018, on n'est plus qu'à 36% cette année-ci. Pour ce qui est des femmes, on est face à une légère progression. On passe de 30 à 32% en 2024. Donc ça s'explique notamment par une augmentation ciblée des capacités pour les femmes, femmes et enfants aussi notamment. Troisième sous-catégorie pour la catégorie est au slide 3. Ce sont les dispositifs sociaux en hôtel. Alors, ce sont des dispositifs qui ont été ouverts, mis en place pendant la pandémie Covid-19, où 12 hôtels ont été mobilisés en région bruxelloise, qui ont accueilli 950 personnes à cette époque-là. Voilà, ces structures tendent à évoluer. Dès l'été 2021, on a évolué vers un accompagnement plus approfondi de ces personnes-là, avec une intégration partielle de ces personnes dans l'appel à projet du plan de relance notamment. Alors, en novembre 2022, on avait déjà plus que 3 projets qui étaient encore actifs. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus que le projet HIT 1825 du CPS de la ville de Bruxelles qui est encore en place et qui accueille 14 jeunes entre 18 et 25 ans. Qui souffrent d'assuétudes enfin, de problématiques telles que la suétude ou des problématiques de santé mentale. Alors, une demande d'agrément est en cours pour cette structure, pour devenir une maison d'accueil qui n'est pas encore qui n'est pas agréée, mais qui va faire l'objet d'un financement prochainement. Pardon. Et je m'arrête un petit moment pour boire un coup. Alors, oui, j'ai peut-être oublié de le mentionner, je parlais d'AIS, excusez-moi, ce sont les agences immobilières sociales, si jamais c'était flou, mais donc c'était les logements de transit des agences immobilières sociales. Alors, pour ce qui est de la quatrième catégorie, donc les personnes sortant d'institutions, alors là, on va dénombrer 3 éléments. Tout d'abord, on va dénombrer les personnes qui doivent quitter l'institution dans un délai d'1 mois sans solution de logement. Alors pourquoi est-ce qu'on décide que c'est 1 mois? Parce qu'on peut estimer qu'après 1 mois, la personne peut retomber sur ses pattes et trouver une autre solution de logement. Et donc c'est pour cette raison que arbitrairement, on s'est dit, ben voilà, si dans un délai de moins d'1 mois, elle doit sortir sans solution de logement, on va la comptabiliser comme personne sans chez soi. Donc ce sont bien les personnes qui quittent l'institution sans solution de logement. La deuxième façon de les dénombrer, c'est en considérant le nombre de personnes qui séjournent plus longtemps que prévu dans l'institution par manque de logement. Et la troisième façon de les dénombrer, et ça ne concerne évidemment que les hôpitaux, ce sont les personnes qui sont présentes dans les services d'urgence la nuit du dénombrement. Alors, on va récolter ces données dans différents types de structures, donc les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques, les centres pour demandeurs d'asile. Alors attention, hein, ça n'identifie pas toutes les personnes qui sont sans logement et qui sont hospitalisées. Ça exclut évidemment, de par la méthodologie, les séjours très longs ou avec une date de sortie indéterminée. Donc, ce sont des chiffres qui restent malgré tout sous-représentés. Alors, j'ai parlé de différents types d'institutions. Qu'en est-il des autres, hein, les centres pour usagers de drogue? Eh bien, cette année, on a fait l'effort méthodologique de les contacter. Ils ne sont pas concernés puisqu'ils concernent généralement des séjours trop longs et donc on est en dehors de cette trame temporelle arbitraire d'1 mois après la date du dénombrement. Et donc, il n'y en a aucun qui a été contacté, qui a été concerné. Donc, le chiffre est de 0 pour les centres pour usagers de drogue. En ce qui concerne les institutions
d'habitations protégées, donc ce sont les IHP. Elles accueillent généralement des personnes souffrant de troubles psychiques sévères. Les sorties sont rares dans le mois de référence et souvent la sortie est plutôt liée à une fin de soutien financier une autre raison. Donc, pour toutes ces raisons, le chiffre a été de 0 pour les IHP également. Ensuite, il reste les prisons, les institutions pénales. Alors, jusqu'en 2022, on comptait les sorties de prison par le nombre de kits de sortie, encore cette année-ci. Et chaque année, on constate qu'il n'y a aucun kit de sortie qui est distribué le jour du dénombrement. Il faut vraiment tomber pile le jour du dénombrement. Et c'est la raison pour laquelle on est près de 0. En ce qui concerne l'application de la méthodologie, donc à savoir la sortie dans un délai d'un mois sans solution de logement, c'est particulièrement difficile à récolter pour les institutions pénales. La méthode est insuffisante pour couvrir ces situations. Donc, on a aussi une difficulté d'anticipation. Euh, Puisque souvent les détenus apprennent le jour même leur sortie de prison, donc il est particulièrement difficile d'obtenir ces informations-là. On a la volonté de mettre sur place un groupe de travail pour pouvoir mieux documenter ces situations lors du dénombrement de 2026, mais pour cette année-ci, on n'a pas de système structuré pour identifier les personnes libérées sans logement. Alors, en ce qui concerne le dénombrement à proprement parler, donc dans un milieu hospitalier, on avait 18 personnes qui ont été recensées aux urgences le soir du dénombrement, majoritairement des hommes. 45 patients étaient concernés par une sortie sans solution de logement et 75 patients étaient repris en hospitalisation prolongée, faute de logement. En ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, on avait 8 patients avec sortie prévue sans logement et 100 patients étaient en séjour prolongé pour absence de solution de logement. Alors pour ce qui est de l'évolution entre 2022 et 2024, on a une forte baisse dans les hôpitaux généraux. On avait 19 personnes recensées en 2024 contre 49 en 2022. Ça s'explique notamment par une diminution des signalements au CHU Saint-Pierre. On en a eu moins cette année-ci. Voilà, donc on a une stabilité des chiffres dans les hôpitaux psychiatriques aussi à souligner. Alors, cette année, on a fait une première inclusion des centres d'asile dans le dénombrement. Alors, il s'agit bien des sorties des centres d'asile, pas des personnes qui sont accueillies effectivement dans ces centres. Ces données nous ont été fournies par Fait d'Asile sur base de deux critères. Donc, les personnes qui doivent quitter dans les 30 jours, on en a dénombré 17. Et le nombre qui reste plus longtemps, faute de solution stable, on en a dénombré 94, ce qui donne un total de 111 personnes ayant acquitté sans solution de logement ou restant plus longtemps, faute de solution de logement. Alors, il faut nuancer ces chiffres parce que la plupart des demandeurs d'asile sont hébergés en centre de deuxième phase. Ces centres sont majoritairement situés en Wallonie et en Flandre. Cependant, à cause de la crise de l'accueil, on a une saturation du réseau avec des allongements de séjour en centre de première phase qui pourtant sont censés être temporaires. Et donc, en cas de rejet de la demande d'asile, certaines personnes se retrouvent donc à la rue. Alors, la cinquième catégorie, les personnes en logement non conventionnel, pour lesquelles on va récolter des données pour trois types de structures, donc les squats, les occupations temporaires négociées et enfin les structures d'hébergement qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas d'agrément. Donc, on les appelle les SHNA, donc les structures d'hébergement non agréées. Donc, ces trois catégories se retrouvent en Ethos-Lite 5. Alors, en ce qui concerne les chiffres et l'évolution, donc en 2022, on avait 2435 personnes recensées, ce qui est une augmentation de près de 9% entre ces deux années. Alors, ici, on est face à des enjeux méthodologiques conséquents, je l'ai mentionné au début de la présentation, avec un repérage complexe, avec beaucoup de situations informelles qui sont souvent cachées. Alors, d'année en année, hein, pas seulement cette année, on tente d'améliorer le repérage, la récolte de données avec une coopération renforcée.
cette année, je voulais souligner à nouveau la coopération qu'on a eue avec les services de prévention, les agents de quartier qui sont des sources précieuses par rapport à la récolte de ces données. Et enfin, l'équipe Cover qui nous a très fortement aidé à récolter ces informations. Alors, pour ce qui est des structures d'hébergement non agréées, donc les SHNA, on a dénombré 513 personnes. C'est une augmentation de 30% par rapport à 2022. On a majoritairement des hommes qui ont été dénombrés dans ces structures. 65% sont des hommes, 15% sont des femmes. Et on a aussi 20% de personnes dont le genre ou l'âge sont inconnus. Alors, ces données ne sont pas récoltées par tableau de récolte de données, mais par téléphone. Et donc, je tiens à remercier l'acharnement de mes collègues qui ont passé des heures à téléphoner à toutes ces structures pour avoir des informations, tenter d'avoir des informations sur le nombre de personnes hébergées. Merci à eux. Alors, pour ce qui est des occupations temporaires, on a dénombré 1453 personnes. C'est une augmentation de 30% par rapport à 2022. C'est le plus haut chiffre qui n'a jamais été enregistré, hein. Pour l'illustrer, on était à 216 personnes en 2008, donc on passe de 216 à 1453 personnes. C'est un bond qui se traduit aussi par des conventionnements, hein, donc une participation accrue des politiques publiques dans ce type de structure qui reste malgré tout peu conventionnelle. Alors pour ce qui est de la répartition, on a 25% d'hommes environ, 15% de femmes et 15% de mineurs. Alors, les facteurs d'augmentation, on parlait d'une forte augmentation, ben, c'est évidemment la crise du logement, la saturation aussi des structures d'accueil, mais aussi un meilleur repérage avec la meilleure coopération des différents services et l'augmentation des conventionnements, je l'ai mentionné. Alors, pour ce qui est des squats, on a dénombré 683 personnes. C'est une diminution par rapport à 2022, une diminution de 25%. Cette baisse peut s'expliquer notamment à la fermeture du squat de la rue des Palais, qui est de 600 personnes. Alors attention, on n'est pas face à des situations linéaires où on a des évolutions d'année en année, puisque la situation dans la squat est particulièrement volatile et change au quotidien. Donc les lieux ouvrent et ferment constamment. On a aussi une méfiance des personnes qui sont hébergées, donc il est particulièrement difficile d'obtenir des informations et aussi par le caractère informel de ces habitats qui sont peu ou pas recensés par les services, enfin, où ils tentent de le faire tant bien que mal, mais avec beaucoup de difficultés en tout cas. Donc il faut fortement nuancer ces chiffres. Alors pour ce qui est de la catégorie des personnes hébergées chez des tiers, donc c'est la catégorie Ethos Light 6. Donc ici, on va regrouper des situations très variées. Donc des personnes qui sont en refuge temporaire chez des proches, chez des amis, sur le canapé d'un ami, d'un frère, d'une tante, d'un oncle, etc. Donc ce sont des conditions qui restent précaires et instables et ce sont des conditions qui sont surtout souvent invisibles et sous-représentées dans les recensements. Donc ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions. Alors, malgré tout, il faut souligner l'évolution méthodologique. Donc, cette catégorie a été inclue pour la première fois dans le dénombrement en 2022. Ce sont des chiffres qui sont obtenus via les CPS. En 2022, c'était à l'aide des questionnaires. Donc, on a repris la proportion de personnes complétées dans les questionnaires en estimant le nombre de personnes reprises. Sauf que la fiabilité est assez limitée puisque les questionnaires font l'objet le fait de compléter les questionnaires fait l'objet d'un échantillonnage en amont, pardon. Et donc cet échantillonnage ne nous donne pas un chiffre réel. Et donc cette année, on a demandé au CPS de nous fournir les chiffres en amont. Donc de nous dire ben voilà combien de personnes ont été préalablement identifiées en Ethos 6 avant l'échantillonnage et donc les questionnaires. Malgré tout, cette estimation reste difficile
puisque ce type de dossier est dispersé à travers différents services. Donc, il y a les services logement. Certains CPS disposent de services sans-abri, mais qui ne s'intéressent pas spécialement aux personnes hébergées chez des tiers. Donc, c'est difficile à recenser même dans le CPS. Aussi, des personnes ne déclarent pas au CPS toujours qu'elles sont hébergées chez des proches de peur d'avoir un impact sur la composition de ménage de ces personnes. Et donc, on a une difficulté à centraliser ces informations. Donc, les chiffres de 2024 ne sont pas comparables à 2022 puisqu'ils ont été récoltés d'une manière différente et on va encore, à mon avis, améliorer cette récolte de données en 2026. Malgré tout, on a quand même dénombré 1539 personnes avec une majorité d'hommes, donc 62% sont des hommes dans cette catégorie. Alors, en ce qui concerne la dernière catégorie, les personnes menacées d'expulsion, alors, on a dénombré 77 personnes en 2024. Alors, ce sont des chiffres à interpréter avec prudence, puisque on est face à l'impact du moratoire hivernal sur la visibilité justement de ces chiffres. Alors, l'objectif du moratoire hivernal, c'est de prévenir les expulsions via un meilleur accompagnement des locataires. C'est une interdiction d'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars. Et donc, le 6 novembre, on est en plein dedans, on est en plein moratoire. Cependant, donc vous allez me dire, normalement, ce chiffre devrait être de 0. Eh bien, il y a des exceptions diverses. La première qu'on peut mentionner, ce sont les exceptions pour des risques de sécurité, d'insalubrité du logement ou force majeure du bailleur. Donc, les personnes doivent malgré tout quitter leur logement pour ces raisons-là. Aussi, on peut mentionner, on a des premiers témoignages à ce sujet à la fois dans la recherche sur une application inégale des juges du moratoire. Certains juges estimant que cela peut porter atteinte aux droits des propriétaires et donc statuent des expulsions malgré tout. Donc, des expulsions ont toujours lieu en hiver. Le moratoire contribue à réduire ces expulsions, mais occulte aussi l'ampleur réelle de ce phénomène hors période hivernale. Alors, c'était pour les chiffres du dénombrement. Il faut savoir aussi qu'on récolte toute une série de données complémentaires. Ce sont des personnes qui sont hors catégorie ethos parce qu'elles sont considérées en logement stable, mais elles bénéficient toujours d'un accompagnement. Et donc, il est nécessaire de les visibiliser pour visibiliser le phénomène du sanchissoirisme de manière plus globale et complète. Alors, il y a d'abord le post-hébergement. Alors, ces données, cette année, ont été recueillies avec le soutien des fédérations AMA et BICO. Donc, je remercie très chaleureusement Lise et Louis qui nous ont aidés à recueillir ces informations. Aussi pour les maisons d'accueil, je ne l'ai pas mentionné à ce moment-là, mais ils nous ont fortement aidés à récolter ces données. Alors, cette année, on a inclus une nouvelle manière de compter les chiffres. On a tenté de récolter les chiffres en termes de nombre de suivis et en plus du nombre de personnes. Donc, on est dans une logique de recensement. Évidemment, on va récolter le nombre de personnes. Mais pour les services et pour le travail social, c'est vraiment le nombre de suivis qui est pertinent. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver ce chiffre de 622 personnes avec un total de 315 suivis. Alors, j'ai mentionné le post-hébergement comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait, mais c'est vrai qu'il est parfois nécessaire de le préciser, c'est parfois bien. Donc, ce sont des personnes qui bénéficient d'un accompagnement psychosocial et administratif, pardon, pour des personnes qui ont quitté une structure d'hébergement. Donc, comme son nom l'indique, c'est après post-hébergement. L'objectif, c'est de renforcer l'autonomie de la personne et de prévenir un retour à la rue. Donc, ce sont quand même des services essentiels. Alors, ça se base sur une relation de confiance qui a été établie pendant le séjour dans la maison d'accueil, par exemple, avec des partenariats avec différents services d'insertion par le logement et d'aide sociale. Pour ce qui est des personnes accompagnées en 2024, la plupart étaient hébergées dans un logement géré par une CISP et 25% étaient hébergés dans des logements gérés par des agences immobilières sociales. 20% étaient hébergés dans le privé.
On a aussi d'autres types de logements. Il n'y a pas que les CISP, les AIS et le privé. On a aussi des logements d'ASBL, des logements communaux, des logements de CPS, des institutions aussi proposent des logements de post-hébergement et aussi des maisons d'accueil. Donc, ça à mentionner, c'est assez diversifié. Alors, pour ce qui est de la guidance à domicile, alors la guidance à domicile, c'est un accompagnement euh, en logement qui est aussi psychosocial et administratif. L'objectif, c'est aussi le maintien durable dans le logement pour les personnes en situation de précarité. Alors, en 2024, 4 services sur 13, malheureusement, n'ont pas pu transmettre leurs données. Donc, ce sont pour ce volet-ci des données partielles à interpréter avec prudence. Alors pour ce qui est de la répartition, on a une majeure partie qui se retrouve dans des logements gérés par des agences immobilières sociales avec plus de 50%, donc c'est 429 suivis. 20% sont en logement privé, 15% sont en logement géré par des CISP et on a aussi d'autres types de logements. Alors, on a aussi comptabilisé les personnes accompagnées par un projet Housing First. Alors, ce sont aussi des chiffres qui ne figurent pas dans les chiffres globaux, puisque les bénéficiaires sont logés durablement et donc ils ne relèvent pas du sans-abrisme selon la typologie Ethoslide. Alors, c'est un modèle qui est inspiré des États-Unis, qui a été lancé pour la première fois en Belgique en 2013, avec un objectif, celui de loger durablement les personnes en situation de grande précarité, avec un accompagnement intensif, sans passer par les dispositifs classiques. Et donc, on bypass les dispositifs classiques en allant directement vers le logement, Housing First, comme son nom l'indique. Alors pour ce qui est des chiffres, en 2024, on a dénombré 354 personnes pardon, en Housing First, qui est une augmentation de 68%, près de 70% de plus qu'en 2022. On nous pose souvent la question, tiens, est-ce qu'on finance davantage les projets Housing First? Eh bien, ici, on a les chiffres avec cette évolution qui peut être particulièrement intéressante pour pas mal de services. À nouveau, on a différents types de logements pour les bénéficiaires. On a des logements qui sont gérés par les AIS. Donc, les AIS sont quand même des acteurs importants hein, dans les trajectoires de sortie du sans-chez-soirisme, avec ici 33% en proportion. Ce sont des chiffres qui ne figurent pas dans les diagrammes ici sur le PowerPoint, mais qui figureront dans les textes l'accompagnant. Et près de 20% en CISP. On va aussi retrouver d'autres types de logements, hein, d'ASBL, même des maisons de repos, des logements du CPS ou des logements privés. Enfin, la quatrième catégorie, non, j'ai dit enfin, il en reste encore une après. Donc ici, il s'agit des personnes qui sont hébergées dans le réseau d'accueil fait d'asile et les initiatives locales d'accueil qu'on appelle aussi les IELA. Alors, pour contextualiser ces chiffres, en 2024, on avait près de 39 000 demandes de protection internationale qui ont été déposées. C'est une augmentation de 11% par rapport à 2023. Cet hébergement, il est garanti par fait d'asile, conformément à la législation européenne. Sauf qu'on est face à une saturation du réseau. Donc, on a un allongement des délais, ce qui peut avoir un impact sur la scolarisation des enfants, des retards dans l'accès aux documents administratifs notamment. Donc, ça, ce sont des impacts à souligner. Alors, en réponse à ces situations d'urgence et à la crise de l'accueil, on a le Brussels Deal. Maintenant, vous commencez à être familier avec ce terme, avec la création de places d'urgence hors fait d'asile et donc qui se répercutent dans les structures d'urgence. Alors, pour la situation pour ces personnes lors de la nuit du dénombrement, donc je parle bien des personnes qui sont accueillies dans les structures d'asile, donc qui ne font pas partie des chiffres du dénombrement, on avait 5 134 personnes hébergées à Bruxelles, qui étaient réparties comme suit, donc 37% dans les structures fait d'asile, 34% dans les structures de la Croix-Rouge et 20% dans les structures du SAMU social. Les 8 autres pourcents dans d'autres types d'autres types de structures, pardon, comme l'armée du salut notamment. On va retrouver d'autres types de structures à ces endroits-là. Parmi elles, on a 33% de mineurs,
ce qui est une proportion importante. 12% d'hommes isolés, c'est une forte baisse par rapport à 2022, 12% d'hommes et 30% de personnes dont le genre est indéterminé. Enfin, et je place bien mon enfin puisqu'il s'agit de la dernière catégorie de chiffres, il s'agit des centres pour bénéficiaires de la protection temporaire ukrainienne qu'on appelle aussi BPTU. On va dénombrer 310 personnes lors de la nuit du dénombrement. C'est une augmentation de 30 personnes, 29 personnes exactement par rapport à 2022. Alors, ce sont des centres semi-autonomes qui sont gérés par la collectivité en partenariat avec Comuna ou Ukrainian Voices notamment. Alors, pour la répartition des personnes dénombrées, on a 36% d'hommes, 32% de femmes et 31% de mineurs, ce qui nous donne un tiers environ, ce qui souligne la présence importante quand même de familles avec une répartition équilibrée. Voilà, c'était la fin de la présentation de ces chiffres. Alors, avant de donner la parole à Pierre qui va faire une conclusion et un lien avec notre master plan, je tiens à remercier chaleureusement toutes les organisations qui nous ont aidés à récolter ces données, à mettre sur pied ce dénombrement, tous les bénévoles aussi qui ont été mobilisés la nuit du dénombrement et qui ont participé au comptage. Je remercie à nouveau très chaleureusement la fédération AMA et BICO qui nous ont permis de récolter des données de meilleure qualité, notamment pour le post-hébergement et la guidance à domicile. Donc merci à eux. Le dénombrement est aussi encadré par un comité scientifique qui nous permet aussi de s'assurer que les choix méthodologiques sont justes, que les chiffres sont collent à la réalité. Donc, je tiens à remercier tous les membres du comité scientifique. Et je remercie aussi chaleureusement mes collègues des dénombrements flamands et wallons, Koen Hermans, notamment Nana Mertens, Evelyne. Voilà, pour la Wallonie, il y a Martin, Nicolas, Josepha. Un tout grand merci à eux pour leur accompagnement. Sans eux, on n'aurait pas toute cette rigueur scientifique. Donc, merci à eux. Et voilà, tous les membres des services connexes aussi qui ont participé, les hôpitaux, la STIB qui a été un partenaire précieux lors de ce dénombrement, Bruxelles Environnement, les services de prévention qui ont massivement participé au comptage nocturne. Donc merci à eux. Et donc ça souligne aussi l'implication accrue des acteurs publics dans le cadre du dénombrement. La police aussi qui a participé, les CPS. Donc voilà, un tout grand merci à eux. Donc je vous donne, on va répondre aux questions évidemment, mais je vous donne déjà rendez-vous à la moitié du mois de juin pour vous présenter l'enquête sur les profils. On nous demande souvent, mais finalement, ces personnes sans chez soi, qui sont-elles? Quel profil elles recouvrent? Eh bien ça, on aura la réponse au mois de juin. Donc n'hésitez pas à suivre cela de près, c'est pour bientôt, à suivre l'actualité de Bruxelles. Et voilà, je vais donner la parole à Pierre s'il est présent pour conclure et après on répondra aux questions. Donc, merci en tout cas, Adèle, pour cette présentation. Bravo pour le travail réalisé. Je pense que vous avez entendu la méthodologie. C'est une méthodologie qui a vraiment été extrêmement inclusive, soutenue avec tous les acteurs, les opérateurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a, et vous le verrez encore en juin, lorsque le volet qualitatif comment dire, sera publié, vous verrez qu'on commence à avoir une vision assez fine, avec un niveau de granularité qui est très développé de la réalité de terrain. On voit même aussi, et je pense que c'est important de le souligner, des éléments des éléments qui n'apparaissaient pas beaucoup et Adèle en a parlé, notamment le rôle des AIS
dans le logement de transit que tous les opérateurs connaissent, mais qui ici commence à prendre une consistance qui est beaucoup plus forte. On voit aussi une plus grande connexion entre ces chiffres et la réalité, notamment à travers la géolocalisation, etc. Donc, on a, grâce au travail de tous les collègues dans les différents services coordonnés brillamment par Adèle, un outil d'aide à la décision, un outil d'organisation et de coordination des dispositifs d'aide et d'insertion. Je voudrais pas être très long parce que je pense que le débat est vraiment important. Je voudrais d'abord donner la parole à Alain Marron, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre, le ministre de l'Action sociale et de la Santé, qui a la tutelle sur Bruxelles. Et donc merci, Monsieur le ministre, cher Alain, de nous rejoindre. Je pense que c'est aussi important dans un contexte politique un peu troublé, il faut le reconnaître, que on entende la lecture politique de ce dénombrement. Merci à toi, Alain. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à toutes et tous. Merci évidemment à Adèle, à Bruxelles, y compris le CA de Bruxelles, et à tous les partenaires pour ce travail impressionnant, même si les chiffres sont, comment dirais-je, peu porteurs d'enthousiasme. La dynamique, elle, et le renforcement de cette dynamique et de la connaissance qui en découle, ben, elles sont évidemment extrêmement importantes. Alors moi, je me réjouis, je suis aussi impatient de ce qui sera publié en juin. Alors, je ne serai peut-être plus ministre en juin, mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient les personnes autour de la table à ce moment-là, je pense que ce sera vraiment important pour orienter le débat politique au sens large et les stratégies politiques au sens large, celles mises en place par les pouvoirs publics, mais aussi par les opérateurs du secteur, ben c'est vraiment important d'avoir une idée plus précise de qui est ce public. Pas qui individuellement, ça va de soi, mais à quelle catégorie de public a-t-on affaire? Parce que évidemment, les stratégies sont très différentes. Les stratégies de, je dirais, resocialisation, de soutien social, d'accès au logement, elles sont très différentes entre, par exemple, une femme victime de violence qui perd son logement du fait d'être victime de violence et une personne dite transmigrante. Et évidemment, il y a une très très grande diversité de public dans les 10 000 personnes qui représentent les personnes mal logées à Bruxelles. Et donc, vivement juin, pour y voir plus clair, parce que je pense que ce sera tout à fait indispensable et complètement novateur. 10 000 personnes, c'est totalement gigantesque. C'est aussi un peu intolérable dans des sociétés dans lesquelles il y a quand même de la richesse. Néanmoins, 1000 personnes dans l'espace public, ce qui est vraiment évidemment aussi de trop. Une majorité des personnes de l'ordre de 5500 pris en charge d'une manière ou l'autre dans les différents dispositifs, les dispositifs associatifs soutenus par les pouvoirs publics ou les dispositifs directs émanant des pouvoirs publics, c'est beaucoup. Et puis 3500 personnes qui, je dirais, se débrouillent avec des familles, des amis, bon voilà. On a beaucoup, beaucoup augmenté les solutions. Grâce à vous, grâce aux opérateurs et opératrices de terrain, mais aussi parce que c'est une volonté politique, un doublement de ce budget au cours de la législature, une augmentation à la fois de la quantité et de la qualité des solutions. Moi, je voudrais dire que on va devoir sans doute continuer à innover, à stabiliser, à amplifier un certain nombre de choses. Je pense au Housing First, même s'il a plus que triplé, entre triplé et quadruplé sur le temps de législature, on sait que maintenant le boulot d'étranglement essentiel, c'est le logement et l'accès au logement. Il va donc falloir aller plus loin. Le gouvernement a décidé, avant les élections, de pourcentage d'attribution réservé aux personnes sans abri, sans chez soi dans les CISP. Il va falloir mettre ça en œuvre et aller plus loin et trouver d'autres manières d'aller générer du logement qui soit accessible. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se font avec les opérateurs, notamment des coopératives d'investissement, etc., qui permettent d'acquérir des logements, de les rénover, puis de les mettre à disposition, entre autres, de dispositifs de Housing First. Je pense vraiment que ce type de dispositif va devoir
être plus soutenus à l'avenir. Comme on doit continuer avec les occupations temporaires encadrées, ça génère quand même beaucoup de place, il va falloir continuer à aller dans cette direction. Évidemment aussi, continuer à amplifier le post-hébergement, maison d'accueil, des projets de type issu, etc., etc. Dire mon inquiétude néanmoins sur deux aspects importants. Euh, D'abord, la politique d'asile et de migration, dont les effets sont délétères sur la situation qui est décrite aujourd'hui. Même si on aura plus de précisions en juin sur les types de publics, il est vraisemblable que la situation aujourd'hui, elle découle au moins en partie de la politique d'asile, de migration et d'accueil fédérale. Le gouvernement fédéral nouvellement mis en place ne va, je pense pas, dans une direction qui permettra de réduire ces effets-là. Donc oui, c'est inquiétant. Le deuxième aspect très inquiétant, c'est la problématique des assuétudes que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien, être confrontés à du public qui souffre d'assuétudes diverses et singulièrement avec le déploiement du crack ces dernières années. Je pense que là, il y a un certain nombre de réponses spécifiques qui ont commencé à être mises en place. Sublink, le projet Includo, les salles de consommation, LinkUp, bientôt le projet Cabane. Mais néanmoins, ça interroge nos propres pratiques et ça remet en question nos propres pratiques. Et là encore, il n'y aura pas de solution miracle. Il va falloir amplifier et travailler de manière coordonnée entre les acteurs du social et de la santé. J'en terminerai par deux petits points encore. Je pense qu'il faudra quand même régulariser des personnes sans papier pour pouvoir les aider. C'est pas dans l'accord du gouvernement, mais je pense qu'il faudra, nous, à partir de Bruxelles, plaider pour y arriver progressivement. Ça permet beaucoup plus facilement la réinsertion dans la société et d'abord de réaccéder à des droits sociaux pour du public qui en est très, très éloigné. Et puis aussi dire qu'il y a une bonne base, et il n'y a pas fait référence, mais le master plan, qui est le travail, le résultat du travail de Bruxelles, mais aussi de l'ensemble des partenaires qui ont contribué. Il y a là évidemment une base de travail qui est tout à fait intéressante et sur laquelle il faudra s'appuyer dans les prochaines années. Voilà pour mes quelques mots, Pierre. Je ne sais pas si je te repasse la parole à toi ou à Adèle pour la suite des événements, c'est-à-dire la réponse aux questions. Je vois que tu es réapparu. Voilà. Donc voilà, merci Pierre. Merci Alain. Ben, je pense que tu as rebrossé un peu toutes les initiatives qui ont été prises et qui permettent de voir que la démarche du master plan est d'une certaine manière déjà en route. Hein. Donc d'ailleurs le master plan a embrayé sur des démarches qui existaient déjà et les a amplifiées et continue à les développer. Donc effectivement, il sera important d'avoir un exécutif qui soutient cette disposition. Je pense que les données que nous avons aujourd'hui nous montrent que la question du sans-chez-soirisme, du mal-logement, est une question d'intérêt stratégique régional. Et je pense que c'est assez fondamental que on puisse se dire 1000 personnes en situation de rue, c'est juste intolérable. 9000 personnes, plus, comme on le dit dans le chat, les questions-réponses, plus tous les invisibilisés et plus ceux qu'on n'a pas pu compter en situation de mal logement, avec une précarité du logement qui est à ce point importante, c'est une cause d'intérêt régional essentielle, avec des opérateurs qui ont montré une grande efficacité à répondre, comment dire, qui sont encore aujourd'hui trop dans les logiques, on est tous d'accord, tous les opérateurs d'urgence sont d'accord pour dire qu'on est trop dans les logiques d'urgence et qu'il faut basculer le curseur vers des logiques plus structurelles. Mais je pense qu'on a un outil, effectivement, avec le master plan. Il reste à avoir maintenant une structuration politique qui nous permet d'avancer dans le débat. Mais moi, j'insiste sur l'idée de questions, de problématiques d'intérêt régional stratégique. C'est essentiel pour chaque personne en situation de rue. C'est une personne de trop. Et puis, de façon générale, pour toute la dignité des habitants, des nafteurs, des touristes, de tout un chacun, on ne peut pas vivre dans un univers tel qu'il est pour l'instant structuré sur la région bruxelloise. Donc voilà, on peut déjà travailler. Je pense que nous n'attendons pas
un nouveau gouvernement pour avancer. Aujourd'hui, les négociations avec la SNRB sur l'article 36 bis permettant d'attribuer des logements sociaux à des personnes sans abri est passé et on est au stade où on décline ces conventions chez les opérateurs. Merci d'ailleurs et bravo aux deux fédérations et à Infirmiers de rue qui ont été à la pointe du combat sur ce travail-là. Et donc, mais de façon générale, on peut se dire merci pour le travail qui a été réalisé, en sachant que le dénombrement nous montre que malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à inverser la tendance. Voilà, donc je pense qu'il est temps maintenant de redonner la parole à Adèle pour la réponse aux questions sur le dénombrement. Si vous avez des questions aussi sur les aspects politiques et sur les aspects du master plan, le ministre et moi-même, le ministre pour les aspects politiques, moi pour les aspects du master plan, sommes à votre disposition. Adèle? Oui, un tout grand merci pour cette conclusion. Alors, on a reçu quelques questions et je vais me permettre d'y répondre une à une. Alors, tout d'abord, on a reçu une question sur la vision de la proportion globale de personnes sans papier dans ces chiffres. Alors, c'est une question très pertinente qui revient régulièrement. Alors, je vais mentionner deux choses. Tout d'abord, notre collègue Sarah Van Heens a fait une étude sur la situation des personnes sans titre de séjour qui est parue l'année passée. Alors, je vous invite à la consulter parce qu'elle est particulièrement riche et intéressante. Et elle se base sur l'analyse des questionnaires qui ont été effectués en 2022. Et donc, effectivement, c'est sur base de ces questionnaires qu'on obtient ces réponses. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois de juin pour la version actualisée de ces chiffres, alors qui ne sera malheureusement pas autant approfondie que l'étude de Sarah, puisque Sarah elle a fait une étude assez longue hein, à la suite du dénombrement. Donc ici, on aura simplement des chiffres, mais on espère qu'elle aura le temps peut-être de pouvoir approfondir ces informations par la suite notamment à l'aide d'enquêtes qualitatives. Alors, on pose également sur l'intégration des projets issus dans la catégorie transit et occupation temporaire. Alors oui, ces projets ont été intégrés. Je dois souligner leur intégration particulièrement difficile parce qu'ils se situent parfois à cheval entre deux catégories. Et aussi, parfois, ces structures proposent à la fois des occupations temporaires, donc avec des conventions, et des parties squats. Et donc, il ne s'agit pas du tout de même type de structure, mais pourtant, elles portent le même nom. Donc, ce n'est pas toujours évident à consigner. Mais donc, on peut aussi compter sur l'aide de Delphine Demange, qui est notre conseillère logement, qui connaît particulièrement bien ces situations et qui m'aide à mieux les documenter. Alors, est-ce que les transits AIS qui passent en logement durable par la suite ont été comptabilisés dans le dénombrement? Alors, si on parle bien de logement durable, non, c'est hors catégorie ethos. Par contre, si je n'ai pas bien compris la question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y répondrai plus longuement par la suite. Mon adresse mail, c'est adel.pierre@bruxelles.org. Vous la trouverez aussi sur le site, donc n'hésitez pas si j'ai mal répondu. J'ai une question de Christine de Lama qui me demande si les... Ah oui, qui me demande de préciser l'augmentation du nombre de mineurs. Alors, les mineurs représentent une part importante de la population recensée, effectivement, 1678 enfants, soit 17% du total. Ce chiffre, c'est une progression de 71% par rapport à 2022, où 933 mineurs avaient été recensés. Si tu veux davantage de détails, n'hésite pas à me contacter et je peux te fournir de plus amples informations. Alors, j'ai une autre question qui me demande de décomposer les proportions Ethos 3 en distinguant maison d'accueil, hôtel et transit. Donc, j'espère que cette personne a son calepin parce que je vais tout de suite mentionner les chiffres. Donc, pour la première catégorie, les maisons d'accueil, on a 889 personnes contre 846 en 2022. Pour la seconde catégorie, les logements de transit, on a 725 personnes donc contre 588 en 2022.
Et pour les hôtels, on a une diminution, donc on n'a plus que 14 personnes contre 39 en 2022. Pour le détail, à nouveau, je peux le transmettre par mail sans problème. Alors, j'ai une question qui concerne les gares et les stations de métro, à savoir si les gares comprennent uniquement les gares et si les stations de métro distinguent bien métro, pré-métro. Alors, lorsqu'on parle de métro, on a toujours considéré métro, pré-métro, donc aussi des stations de tram souterraines. En ce qui concerne les gares, on a distingué 3 gares. La gare du Nord, la gare du Midi, la gare centrale et la gare du Congrès. Euh, on a strictement demandé, ça c'est une clarification méthodologique, on a strictement demandé aux bénévoles de bien veiller à la limitation, donc typiquement là où le volet s'arrête pour être sûr de ne pas double compter les personnes à la fois dans les stations et en dehors des stations. Alors j'ai une autre question sur la différence entre l'occupation, quelle est la différence qu'on fait entre occupation temporaire et le squat? Alors, contrairement au squat, les occupations temporaires sont formalisées par des accords avec le propriétaire qui prévoient soit une utilisation du bien gratuite, soit un loyer symbolique ou inférieur en tout cas au prix du marché. Donc, ces formules ne relèvent pas de la législation sur les baux locatifs et de ce fait-là, n'offrent pas les mêmes droits ni mêmes garanties de qualité de vie qu'une location classique. Et il faut quand même le souligner. Alors, j'ai une autre question sur la raison de la chute du nombre de personnes en risque d'expulsion. Donc ça s'explique par le moratoire. Donc le moratoire, c'est une mesure qui suspend temporairement l'exclusion. Elle a été mise, donc c'est nouveau, hein, ça n'existait pas en 2022, ça a été mis en place en 2023 qui suspend temporairement l'exclusion sans annuler le jugement. Donc le jugement est toujours effectif, mais c'est seulement l'exécution qui est reportée à l'issue de la période hivernale. Et donc on va pouvoir, dans les études, je l'espère, cette année, constater ou non une augmentation à la fin du moratoire, donc normalement à ce moment-ci. Donc on se pose déjà la question avec les différents acteurs pour voir si ces chiffres évoluent en ce sens. J'ai enfin 2 dernières questions. Est-ce qu'on peut mettre les chiffres en parallèle avec voilà, donc on constate une augmentation du nombre de personnes de places en hébergement d'urgence. Est-ce qu'on peut mettre ces chiffres en parallèle avec l'évolution des chiffres faits d'asile? Bien sûr. Alors ce parallèle n'est pas fait strictement ni dans la présentation ni dans le rapport. Par contre, on le constate, hein, il y a une diminution du nombre d'hommes, par exemple, dans les structures faits d'asile et une augmentation de ces profils dans les structures d'urgence. Et donc on est face à une logique de vase communicant qu'on peut constater effectivement. Après, si on veut vraiment faire un parallèle approfondi, je pense que ce sera un très bon sujet de recherche par la suite. Donc, c'est une question tout à fait pertinente qui mérite d'être creusée. Alors, j'ai une question sur est-ce que les chiffres sont officiels? Ils ne changeront pas d'ici juin. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les chiffres absolus. Donc, en région bruxelloise, on mène toujours en parallèle la récolte de chiffres et la récolte des questionnaires. En Wallonie et en Flandre, on considère qu'un questionnaire est équivalent à une personne sans chez soi et que donc le nombre de questionnaires corrobore au nombre de personnes sans chez soi. Ce n'est pas le cas en région bruxelloise pour plusieurs raisons. D'une part parce que les CPS ont de grandes difficultés à d'abord identifier leur public sans chez soi et ensuite n'ont pas toujours les effectifs humains pour pouvoir compléter autant de questionnaires. Les chiffres sont beaucoup plus importants dans la CPS bruxellois. C'est la raison pour laquelle on fait des échantillonnages. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a quand même une récolte stricte de chiffres. Et donc, les chiffres qu'on a présentés aujourd'hui, ce sont les chiffres officiels qu'on va venir illustrer ensuite par les questionnaires. Donc, je peux déjà dire qu'on a récolté environ, après nettoyage, 4 300 questionnaires pour un effectif de 9 777 sans-abri. Et donc, on n'est pas parvenu à récolter autant de questionnaires que de personnes sans chez soi. Aussi, les questionnaires ne représentent pas toutes les catégories. Il est particulièrement difficile, notamment en squat, de récolter des données socio-démographiques approfondies
sur les personnes. Donc voilà pour nuancer un peu les deux volets. Mais les deux volets sont donc complémentaires. Et donc voilà, tenais à le souligner. Et j'ai enfin une dernière question. Est-ce que dans le dénombrement, vous avez pris en compte le plan hiver, qui reste une exception, car après ce plan, les personnes se retrouvent dans la rue, ce qui donne une autre lisibilité des chiffres? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle il serait intéressant de faire un dénombrement d'été. Certaines villes le font, notamment la ville du Luxembourg. Ils font un dénombrement en hiver et un dénombrement en été. Malheureusement, un dénombrement, on l'a vu au tout début, ça demande énormément de temps et de planification. Et on a choisi justement l'aube de la période hivernale pour pouvoir faire ce dénombrement. Donc c'est une date qui est choisie minutieusement en lien justement avec ce plan hiver. J'ai une dernière question. Est-il prévu de mieux catégoriser les personnes lors des prochains dénombrements afin de justement mieux adapter des actions à mettre en place, comme mentionné par le ministre? Alors, pour les catégories, ça ne changera pas. On va toujours coller à la typologie ethos. D'une part parce que on veut pouvoir comparer les données entre elles. Il est important aussi dans les calculs d'évolution de récolter les données de la même manière. C'est pour ça qu'on parle de méthodologie égale, notamment. Et donc, on va toujours catégoriser ces personnes selon les différentes catégories. Évidemment, pour chaque catégorie, les actions à mettre en place sont différentes. On pourrait, par exemple, envisager de se dire, ben voilà, les situations d'urgence ne permettent pas, ou difficilement en tout cas, aux personnes de sortir de la situation d'urgence. Et il s'agit de mieux les accompagner dans des structures de transit, par exemple. Donc ça, ce sont des actions qu'on peut tout à fait mettre en place et qu'on va d'ailleurs retrouver dans le master plan dont Pierre a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous allez retrouver le rapport avec les dias commentés. Donc, c'est une sorte de rapport synthétique sur le site internet de Bruce Help. Je pense qu'il va être envoyé aussi dans une mailing list. Il est fort possible que ce soit fait. Vous trouverez également le rapport complet et détaillé avec des analyses plus approfondies au mois de juin. Donc, je vous remercie tous et je vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous. Merci Adèle, merci tout le monde. Passez une belle journée. Au revoir.